Pour creuser un petit peu cette question-là de l'accès aux soins, il existe un baromètre qui s'appelle donc le baromètre Handifaction, qui a été créé il y a quelques années par une association Handidactique qu'on pourra revoir tout à l'heure, mais qui est surtout maintenant porté par la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc le baromètre Handifaction, qui est un critère qui permet de répertorier l'expérience des patients en situation de handicap dans leur recherche de soins. Alors, on a voulu vous emmener avec Aurélie un petit peu visiter le site Handifaction. Donc, vous allez me confirmer si ça marche bien. En principe, oui, ça fonctionne, merci. Et donc, le baromètre Handifaction, il va permettre d'avoir à l'échelle nationale, mais également à l'échelle de la région, les résultats qui concernent donc le ressenti des patients en situation de handicap dans leur accès aux soins. Alors, ça va pas simplement concerner la médecine de ville, mais également la médecine en établissement de santé, clinique privée publique, mais considérant toutes les spécialités et également tous les types de handicap. Donc, dans l'Occitanie, par exemple, et c'est ce qu'on verra un petit peu sur la feuille résultat après, on a 30% des répondants à ce questionnaire qui témoignaient avoir eu des difficultés pour leur accès aux soins. Le questionnaire, comment il se passe? Alors, il est anonyme, bien évidemment, et il n'est pas fait non plus pour dénoncer un professionnel sur une difficulté. Hop là, j'ai fait une petite erreur, excusez-moi. On voulait vous emmener sur la version, voilà, PDF, puisque c'est un questionnaire qui peut être rempli au travers je vais remonter à son début, qui peut être rempli au travers d'une application qu'on a sur son téléphone, au travers du site internet, mais également dans ce formulaire papier que vous avez maintenant à l'écran. Donc la première partie, bien évidemment, ça va permettre à la personne d'identifier son profil en fait, quel est le type de handicap. Une chose intéressante, c'est que ça permet aussi d'identifier mon espace santé, savoir si oui ou non elle est au courant de l'existence de cet outil-là et si elle s'en sert d'autre part. Et puis après, ça va être dans le recours aux soins. Alors effectivement, selon quand on le remplit enfin, de manière automatique sur l'application ou sur le site internet, c'est un peu comme un arbre décisionnel, donc on va pas avoir ces 6 pages affichées. C'est beaucoup plus enfin, beaucoup plus actif et dynamique que cela. Ensuite, la personne, elle va de fait, comme je vous le disais, renseigner le soin dont elle avait pu bénéficier, ou bien dans une autre partie, sur la partie 2 les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Donc ça va concerner, comme je vous le disais, les différents spécialistes, hôpital ou pas, ou la médecine de ville, et selon le soin dont elle a eu besoin. Mais ça va également permettre donner son appréciation par rapport à l'acceptation ou pas d'avoir un aidant, d'avoir un accompagnant, ce qui est important dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, et quelle aura été la place de celui-ci. Et à l'inverse, si donc en fait il y a eu un refus de soins, ça permet d'identifier quel a été le contexte de ce refus, et là les motifs qui sont proposés, la question de l'accessibilité. On pourra en reparler tout à l'heure, la question de l'argent aussi, puisque ça compte énormément, mais également les perceptions de on n'a pas voulu de moi, je ne sais pas, comment est-ce que la personne peut vivre ces éléments-là. Donc après, selon effectivement, les mêmes questions vont être aussi reposées avec des spécificités s'il y a eu refus de soins, s'il y a eu abandon de soins et le pourquoi du comment. Chose qui est intéressante, c'est que maintenant, ils ont pu intégrer aussi une notion de dépistage des cancers. Donc, selon ce qui aurait été renseigné au départ sur le profil du patient, effectivement, de la personne, elle va pouvoir effectivement avoir une information ciblée sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, comme les dépistages organisés du cancer colorectal et du cancer du sein. Donc voilà, ça va s'offrir jusqu'à la fin. Ça va effectivement être tout à fait spécifique sur cette notion de cancer. Voilà. Bon, je vais pas, on va arrêter ce partage. On est revenu en principe sur la slide initiale. Et donc, ce qui est intéressant au travers de ce baromètre, là, vous avez les résultats de l'année dernière concernant Handifaction sur l'année complète. L'année complète, on était en France entière, on était à 197 000 répondants, ce qui est plutôt bien, puisque d'année en année, on se rend compte qu'il y a une meilleure représentation, meilleure consultation des personnes. Mais les chiffres que ça met en évidence, c'est que là, comme je le disais, en Occitanie, l'année dernière, il y a 30% des répondants qui ont déclaré n'a pas avoir pu se faire soigner.
d'avoir été contraint quelque part à être dans un abandon de soins ou bien d'avoir eu face à un refus de prise en charge. Donc là, ça va concerner des réalités qui sont vraiment différentes. Sur le site Handifaction, vous pouvez accéder aux détails des résultats. Dans le travail en handicap santé et choses aussi qui concernent vraiment tous les professionnels de santé, il y a cette question de l'accès aux soins et notamment par la littératie en santé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là, la littératie en santé? Ça va pas simplement être lié à la compétence de la personne d'être capable ou pas de lire des résultats, de lire une ordonnance, des prescriptions et autres, mais ça va aussi nous interroger, nous, enfin, excusez-moi, professionnels de santé, sur notre capacité en tant qu'intervenant à communiquer une information qui soit claire pour le patient. Donc, c'est pas simplement du fait de la personne, mais c'est aussi dans une interaction, qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour être compréhensible, en fait, ce qui n'est pas toujours évident. Donc là, il y avait une enquête qui a été menée par Santé publique France, comme vous pouvez voir, et qui montre qu'il y a quand même plus de 4 Français sur 10, donc là, handicap ou pas, on est bien sur la population générale, qui déclarent avoir des difficultés pour comprendre et avoir une information suffisante pour prendre soin de leur santé. Ce qui va générer bien des problématiques, mais qui ne sont pas spécifiques aux personnes en situation de handicap, bien au contraire. Alors, là, on arrive sur la grosse page handicap santé. Effectivement, c'est un projet qui est donc, comme je vous le disais, soutenu par l'Agence régionale de santé. Il y a ce que l'association Coactis Santé que je représente en Occitanie porte, à savoir les dispositifs et les ressources HandiConnect et Santé BD qu'on va un petit peu développer. Mais il y a ces autres éléments qui sont importants et c'est un petit peu la synergie de tous ces dispositifs-là qui peut, à notre sens, améliorer la situation. Handifaction, j'en ai déjà parlé. Mon espace santé que vous connaissez, on pourra le revoir plus tard. Alors, pour ce qui concerne Coactis Santé, donc c'est une association dont le siège est à Paris et on a depuis plus d'une dizaine d'années maintenant comme mission effectivement de lever les freins à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et ce quel que soit le type de handicap, mais également quel que soit le soin ou le lieu pardon où ce soin est exercé. Donc ça va de fait s'adresser autant à la médecine de ville de manière générale, quelles que soient les spécialités que à ce qui se passe en établissement hospitalier et en établissement privé. Donc, nous travaillons avec plus de 250 experts maintenant, même 280, à l'échelle nationale, qui vont nous aider, contribuer à co-construire les outils qui sont mis à votre disponibilité. Professionnels de santé, bien évidemment, des comités scientifiques également, et puis une belle représentation des personnes en situation de handicap, qui sont également aussi co-lecteurs, relecteurs des supports, et notamment Santé BD. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter des outils, comme vous allez pouvoir voir, qui vont être facilitants. Et dans les appréciations qui ont pu être proposées, on a de fait un cabinet indépendant, cabinet Kimso, qui fin 2022 a fait cette enquête auprès des professionnels d'une part, mais auprès des utilisateurs, patients, aidants d'autre part, montrant que, ils étaient vraiment soulagés d'avoir un support de la sorte de façon à adapter, à vivre les soins, en tout cas de la manière la plus adaptée possible. Alors, premier temps, là, c'est la page et on va vous emmener également faire un petit tour sur le site Santé BD. Alors, excusez-nous, hein, il y a eu quelques petits décalages dans les lettres là-haut sur les titres, donc ça fait un petit peu bizarre. Mais on est quand même donc toujours facile à lire et à comprendre. C'est dommage que ça apparaisse de la sorte. Mais le clin d'œil est sympathique. Donc, il y a effectivement des BD. Ce qui est intéressant, c'est que les BD, elles sont de fait partagées par le milieu sanitaire et le milieu médico-social, mais également elles sont, dans la mesure où elles sont en accès libre, c'est vrai que pour toutes les familles, et la majorité des personnes en situation de handicap vivent à domicile, il faut qu'on en ait bien conscience également, ça permet d'avoir ce support et de transposer dans l'idée d'un parcours de soins, que ce soit à la maison, en établissement, et que ça arrive dans les cabinets, dans les salles d'attente et dans les consultations. Donc, on va arriver sur le site Santé BD. En principe, ça doit fonctionner.
Ça marche, impec. Ah ben on est bien aujourd'hui. Donc, on va aller voir les BD un petit peu après, mais je voulais vous emmener d'abord voir dans les autres formats. Dans les autres formats, de fait, on a un certain nombre de vidéos. Les vidéos, il y en a une qui va être particulièrement d'actualité puisqu'on va arriver prochainement à la semaine européenne de la vaccination. Il y a une vidéo qui va expliquer ce que c'est, par exemple, que la vaccination contre les HPV. Elle est déclinée de la sorte et vous avez de même une BD déclinée en personnages masculins et féminins qui vous permet d'aborder cette question-là, ce sujet-là. Donc, un certain nombre d'autres BD, d'autres vidéos, excusez-moi, et notamment sur toute l'imagerie médicale. Donc, un patient doit être orienté pour un examen. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il puisse se préparer avant. Également, un certain nombre de posters. Dans la région, on en a un qui peut être intéressant sur la canicule. Une banque d'images qui vous permet, en tant que professionnel, d'aller créer le support dont vous avez besoin avec les images vraiment spécifiques pour faire votre propre support de communication. Ça peut être d'une manière pour monter une action de prévention, par exemple, ou dans un rapport plus individuel avec une personne pour faire le support dont elle pourrait avoir besoin. Un certain nombre de BD en langues étrangères. Et puis d'autres supports qui peuvent vous intéresser, et notamment le passeport santé dont on pourra reparler tout à l'heure, puisque c'est aussi ça, un passeport santé qui va permettre de mieux connaître la personne et à renseigner potentiellement sur mon espace santé. Donc, on va revenir là sur un peu le site général Santé BD. Vous recherchez une BD ou par thématique, on va le voir. On a différentes thématiques qui sont abordées ou par spécialité. On peut faire un tour sur la prévention en santé, par exemple, et on va aller la rechercher. Et là, on va voir toutes les BD qui sont en lien avec cette thématique-là. Donc, beaucoup de choses qui peuvent concerner toutes les actions de prévention. Autour de l'addiction, il y a cannabis, alcool et tabac. Santé mentale se développe bien et prochainement, on est en train de travailler sur une BD santé mentale destinée spécifiquement au suivi des adolescents, pour les adolescents, mais également ce qui va concerner donc l'audition, comme vous pouvez le voir, et des choses qui sont beaucoup plus larges. La question également des dépistages en cancer, elle est importante. Mener des actions, Mars Bleu, et on a pu voir que ça pouvait être utile dans différentes CPTS qui ont mené ces actions-là. Mais d'autres qui peuvent être intéressantes. Euh, Docteur, les maladies, on va faire un petit essai et puis après on va passer à la suite. Donc voilà, tous ces éléments-là que vous pouvez choisir. On va aller sur mon docteur et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez en fait un ensemble de personnages différents. Donc en tant que professionnel, vous pouvez aller choisir euh, voilà, la femme âgée, par exemple, elle est en fauteuil roulant, et donc votre BD, vous allez pouvoir ou bien la visionner sur le site directement, ou bien l'enregistrer, la mettre sur tablette pour pouvoir la transférer ou la montrer, ou l'imprimer directement et la transférer à une personne. Donc voilà, les BD, comme je vous le disais, elles sont donc en facile à lire et à comprendre, et elles sont personnalisables également. Voilà, je vais arrêter ce partage. Hop. Et on va revenir en principe sur la présentation initiale, ça marche. Donc voilà, on a pu aborder un petit peu cette question, les vidéos, les bandes dessinées. Sachez effectivement qu'il y a une mise à jour qui est opérée aussi régulièrement que nécessaire et possible. Et puis des productions chaque année qui sont à l'œuvre. On est en train notamment de travailler sur une BD sur le diabète qui devrait sortir prochainement. On va continuer avec le deuxième site, pardon, HandiConnect géré par l'association. Donc là, il est vraiment plus destiné aux professionnels de santé, dans le sens où ça se décline principalement sous forme de fiches conseils, comme on pourra aller voir tout à l'heure, pour vous orienter, vous conseiller dans le suivi des différents types de handicap des personnes qui ont des différents types de handicap, mais également d'autres propositions webinaire, un annuaire de formation et une expertise. On va aller voir ça immédiatement et j'espère, et en principe, ça devrait marcher également. C'est bon pour vous? Ça marche, impec. Donc, on avait beaucoup répété avec Aurélie quand même, faut le dire.
Les webinaires, ils sont là, ils se cachent là. Enfin, ils se cachent pas vraiment parce qu'ils sont quand même assez faciles à trouver. Tous ceux que vous avez, qui ont donc toutes les webinaires précédents sont en accès libre. Vous pouvez les retrouver sur le site, mais également sur YouTube, excusez-moi. Donc, abordant des sujets qui sont d'une grande variété. Euh, L'année dernière, nous avons beaucoup travaillé sur la notion du vieillissement des personnes en situation de handicap, ce qui a donné lieu à ce webinaire, mais également à un kit ressources que je vais vous présenter tout à l'heure. D'autres sujets, épilepsie sévère, handicap, la dénutrition, l'accueil du patient sourd, la question de l'anxiété et de l'habituation aux soins pour les personnes en situation de handicap, également du suivi gynécologique. Et l'autre, le premier de la série, c'était sur la question de la santé bucco-dentaire. Mais pour l'année 2026, on travaille notamment à la question de la santé mentale et du handicap. Et à l'automne prochain, vous verrez un webinaire qui sera proposé, comme vous le voyez, sur le TDAH et la place du médecin généraliste dans l'accompagnement, dans le parcours de soins des personnes qui sont donc TDAH. Pour avoir l'information directe, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de l'association et comme ça, vous aurez toutes les publications et les invitations au webinaire vous seront envoyées systématiquement. Un autre onglet, c'était celui de la formation. Alors, Coactis Santé n'est pas un organisme de formation. Là, c'est simplement, j'ai envie de dire, un peu un annuaire de formation sur lequel vous pouvez vous baser, sachant qu'effectivement, on a été un peu vérifier le contenu, les formats de ce qui pouvait vous être proposé. Donc là encore, une grande variété et à choisir en fonction des centres d'intérêt et peut-être d'une thématique que vous travaillez en CPTS. Autre chose qui peut être intéressante, c'est le recours à une expertise. Dans le cas d'une situation qui pourrait être complexe, si vous avez besoin, par exemple, d'une deuxième lecture, d'un autre avis ou d'une précision, vos questions, comme vous le voyez, elles seront bien évidemment confidentielles, anonymes. Elles sont lues, réceptionnées par un des médecins qui travaille pour nous. Et elles sont, si elle-même n'est pas en mesure de vous répondre, elles sont renvoyées aux experts avec lesquels on travaille et qui pourront affiner leur avis sur la situation que vous aurez exposée. Donc c'est quand même quelque chose, et là encore, hein, vous êtes sur une offre qui est gratuite, donc n'hésitez pas. On va passer sur les fiches conseils. Donc ouais, depuis la dernière fois, depuis qu'on avait travaillé le support, on était arrivé à 93 fiches. Alors, les 93 fiches, l'idée, c'est vraiment de cibler sur ce dont vous avez besoin. Donc on va aller et on va faire la petite démonstration, ou bien par type de handicap. Donc, comme vous le voyez à l'écran, on est autant sur tous les troubles du neurodéveloppement qui sont précisés, également les troubles sensoriels, handicap sensoriel, auditif et visuel, mais également la question du handicap psychique, des épilepsies sévères, de l'aphasie, la surdicécité du polyhandicap. Donc, vous pouvez avoir une recherche par type de handicap, mais également une recherche par thématique. Donc, notamment la question de la douleur, de l'habituation aux soins. De quoi est-ce que l'on parle quand l'on parle d'habituation aux soins et comment est-ce qu'on peut mettre en place un projet, un protocole d'habituation aux soins. Également la question des suivis gynécologiques bucco-dentaires qui sont vraiment souvent délicats et notamment le sujet des personnes handicapées vieillissantes. Alors, je vous propose d'aller un petit peu visiter une fiche qui pouvait être sur le TDAH, puisque ça va être aussi un lien que vous allez avoir avec le webinaire qui aura lieu à la fin de l'année. Donc là, il y a des choses qui vous retrouvez selon le type de handicap qui sont transverses, effectivement, puisqu'il y a des fiches conseils qui ne sont pas propres à un handicap, mais qui vont être sur des thématiques. Donc là, vous allez les retrouver selon les différents types de handicap. À l'inverse, donc il y en a qui sont effectivement tout à fait spécifiques. L'idée étant, et je vais essayer, et je vais vous en ouvrir une. On va aller par exemple visiter celle sur le TDAH.
avec cette question du repérage et du dépistage chez l'enfant, on sait qu'effectivement en CPTS, les professionnels de santé de première ligne sont directement concernés dans ce repérage et dans ce travail d'orientation par la suite. Donc les signes évocateurs, comme vous pouvez le voir, mais on peut préciser vers les orientations qui vont être nécessaires, les recours auxquels vous pouvez avoir un certain nombre d'outils qui sont facilitants et qui sont conseillés pour ce type de travail. Et après, et comme sur chaque fiche conseil, vous avez des références qui vous sont proposées, un certain nombre de documentations, les recommandations de la HAS notamment, mais également les outils pratiques qui vous permettent de travailler selon le type de handicap que vous abordez, un certain nombre de conseils et de liens. Autre chose intéressante, c'est que toutes les personnes, les professionnels les experts dont je parlais en introduction, les contributeurs donc, sont répertoriés sur chacune des fiches HandiConnect. Donc ça vous permet aussi d'avoir l'importance et la validation scientifique du sujet. Aurélie, je continue comme ça. On est bien au niveau timing. Oui, Ça a peut-être l'air. que du coup, au niveau des fiches Oui. actions, vous auriez pu parler de la question de la consultation blanche. Vous savez, on en avait parlé il y avait Oui, une fiche effectivement. spécifique. On avait, alors, pour ce qui était des consultations blanches, c'est vrai, excusez-moi, j'ai oublié. Alors, je la connais par cœur, cette fiche, donc je vais aller chercher. Alors effectivement, cette question-là, de quoi est-ce que l'on parle lorsqu'on va parler d'une consultation blanche? En fait, la consultation blanche, alors effectivement, elles sont ouvertes, ça va être principalement pour, on va parler des médecins généralistes notamment et des chirurgiens dentistes, mais également il y a d'autres spécialités orthoptistes qui sont concernées par cette question-là. Donc sur cette fiche-là, vous avez une précision sur les aides financières notamment, et puis les spécificités, la tarification particulière qui sont proposées dans le cadre des accords de la CNAM avec les différentes spécialités. Alors, enfin, maintenant, il est clos. Il y avait de fait le fonds territorial d'accessibilité dont le guichet, malheureusement, s'est terminé, enfin, a été clôturé en début d'année, qui permettait à ce moment-là de bénéficier de certains fonds de subvention pour l'aménagement du cabinet. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce fonds territorial n'existe plus. Donc, le recours qui peut être possible en cas d'aménagement, euh, s'orienter, voir si les agences, les différentes directions départementales de l'ARS sont partie prenante, peut-être effectivement à l'échelle d'une collectivité ou si le conseil régional peut mener un certain nombre d'actions, mais au niveau national, tout ce qui va être des questions d'accessibilité sont réservées aux personnes en situation de handicap directement. Voilà, tout ce qui va être du domaine de l'aménagement est réservé aux personnes en situation de handicap elles-mêmes. Ce fonds territorial n'existe plus. Pour en arriver pardon, à la question des consultations blanches, donc, de fait, la consultation blanche, c'est dans le cas où un praticien, un médecin généraliste, par exemple, n'a pas pu faire le soin, d'une part, ou bien dans le cas où on va programmer un rendez-vous, tout en sachant que ce rendez-vous va être simplement, pas un rendez-vous, il va se passer un acte nécessairement, mais où il va se passer une rencontre entre le praticien et la personne qui va être accompagnée. Voilà. Donc de ce fait, le soin en tant que tel, il est préparé dans le temps et ce qui va permettre effectivement une prise en charge financière par le praticien. Donc ça va être le cas également, donc je vous le disais, pour les chirurgiens dentistes, mais ça va pas être le cas pour toutes les spécialités. Consultation blanche, dans les accords qui sont passés avec par la Caisse nationale d'assurance maladie, il y a vraiment des particularités. Donc là, sur cette fiche-là, les professionnels pourront voir effectivement s'ils sont concernés ou pas. Donc les consultations blanches, telles que c'est présenté, soit c'est programmé, soit c'est parce que la consultation avait été interrompue. C'est ce que je vous disais à l'instant. Donc là, on est sur le tarif qui concerne effectivement les médecins uniquement.
Il y a d'autres professions, donc l'orthophonie, l'orthopsie dont j'en parlais tout à l'heure, qui effectivement peuvent avoir des valorisations particulières de leur tarification. Mais à ce jour, ce sont les seuls professionnels pour qui c'est reconnu. Et les chirurgiens dentistes également. Voilà. J'espère avoir pu répondre un petit peu à la question. Alors, un certain nombre voilà, une sélection des quelques fiches que vous pourrez trouver, mais elles sont voilà, au nombre de 93 maintenant. Donc, plus spécifiquement, la question du bilan somatique, le vieillissement des personnes handicapées, je ne l'ai pas mentionné ici, mais une dernière fiche qui avait pu apparaître, c'est sûr, notamment concernant les personnes TDAH. La question de la prise en charge diététique aussi pour ces personnes est extrêmement importante. Et toute une notion aussi, ça va être l'accompagnement des personnes autour des violences et notamment violences sexuelles qu'elles peuvent subir. Alors on le mentionne parce que de fait, et notamment pour les personnes autistes, 80% des femmes autistes déclarent avoir subi des violences et 47%, je crois, avant l'âge de 14 ans, les violences sexuelles. Donc, c'est des sujets sur lesquels on n'est pas forcément averti et cette information-là peut être intéressante à connaître et pour être aussi dans un repérage un peu plus systématique des difficultés. Là, ça va être un petit peu à vous. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation et puis tous ces détails. Du coup, on va se concentrer un petit peu plus sur ce qui se passe dans l'inclusion du handicap dans les CPTS d'Occitanie. Donc, j'ai essayé de faire un recensement en lien avec la construction de ce webinaire. Donc, c'est un recensement qui n'est pas forcément représentatif de toutes les actions portées par les CPTS, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que le sujet est traité vraiment de manière assez présente. Pas forcément de façon formalisée et avec des frontières qui sont parfois floues, parce que c'est quand même un sujet transverse qui peut s'inclure dans autant les problématiques autour du vieillissement, donc que ce soit par rapport à la question du maintien à domicile, hein, comme Marie-Aude a pu en parler. C'est très concentré aussi sur les troubles du neurodéveloppement à travers les TDAH et toutes les pathologies associées. On le retrouve dans les actions de prévention et de dépistage des cancers, même si c'est un axe qui mérite d'être développé, et à travers aussi tout ce qui est ALD, maladies chroniques, et comme je l'ai dit, sur le vieillissement, à travers la perte d'autonomie. Donc, comment ça se décline à travers notamment la mission 1, donc la mission d'amélioration d'accès aux soins. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Voilà, pardon. À travers le développement des parcours pluriprofessionnels. Donc, en général, ça va être une sous-action, un sous-axe qui va faire partie d'un parcours plus global, à travers de l'ETP et des actions de soutien aux aidants, des actions de prévention, et aussi à travers l'expérimentation AECOP qui aujourd'hui est passée dans le droit commun. En tout cas, toutes ces actions peuvent intégrer ou intègrent la question du handicap. On va passer à la suivante. Alors, on a essayé un petit peu de faire un petit recensement, alors vraiment très rapide des différentes actions, et en tout cas catégoriser certaines d'entre elles. Donc, on va retrouver des actions en lien avec l'accès aux soins et l'allée verte. Par exemple, la CPTS Lourdes Argelès Vallée des Gaves dans le 65, donc Haute-Pyrénées, met en place des consultations dentaires en centre d'accueil. Donc, quand même quelque chose d'assez spécifique. On a des actions sur le bassin carpé-assonné, donc en lien avec la mise en place d'une convention MDPH pour l'accès aux droits. On a des actions en lien avec les parcours et la coordination. Donc peut-être Marie-Aude, avec les CPTS avec lesquels vous avez pu travailler, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments? Alors notamment la semaine dernière, c'est vrai que moi j'ai pu rencontrer et faire une présentation à la CPTS du Grand Narbonne, et là où ils sont en train de travailler et réfléchir sur la coordination des parcours, notamment pour les enfants. Et on est en train en collaboration avec le CREA et ORS, essayer de monter voilà une formation pour les professionnels de santé qui serait
disponible à partir de l'automne 2026. Donc là, c'est un des exemples auquel j'ai pu participer. Récemment, j'ai été invitée dans le domaine de la prévention, j'ai été invitée par la CPTS Pose-Avis sur une journée d'action Mars Bleu à l'occasion du passage du Colon Tour. Donc effectivement, c'était pouvoir mettre à la disposition des personnes, des participants, des visiteurs, les supports sur ce sujet-là, dépistage du cancer colorectal qui sont à leur disposition. Et également une autre action qui a été engagée depuis le début de l'année grâce à la CPTS Ariège-Pyrénées et avec un partenariat multiple entre la direction départementale de l'ARS, le conseil départemental, le CRCDC et le dispositif handicap et cancer de l'Oncopole à Toulouse sur un sujet de sensibilisation au dépistage des cancers dans les établissements médico-sociaux, donc foyer et maison d'accueil spécialisée. Donc du travail qui se met en place au fur et à mesure. Et puis plus récemment aussi, la signature d'une convention de partenariat de Coactis Santé avec la CPTS au canton et Vignoble, dans l'Hérault. L'idée étant effectivement qu'ils puissent produire et utiliser plus largement les supports qu'on met à disposition, mais qu'également ils puissent être aussi des contributeurs selon les spécialités médicales et selon les travaux que Coactis Santé met en place au cours d'une année, au cours de son agenda de travail, à interpeller les professionnels de santé qui seraient susceptibles de travailler avec nous. Il y a d'autres choses qui sont... Oui. Il y a d'autres choses qui sont mises en place au niveau un petit peu des dynamiques partenariales, puisqu'on voit qu'il y a différents comités départementaux de la charte Romain Jacob qui sont en train de naître et de s'essaimer à l'échelle de la région. Tous les départements sont presque couverts maintenant, donc c'est une belle chose. Et un certain nombre de CPTS aussi sont intéressés et certaines déjà signataires de la charte Romain Jacob. Pour ceux qui ne le connaissent pas, cette charte, donc, en 12 articles, est une invitation plus qu'active à avoir un parcours, à avoir des démarches en faveur de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Merci pour ces compléments. Alors effectivement, on n'a pas le temps d'aborder tous ces sujets puisque l'heure tourne. Merci à la CPTS Nord-Aveyron de nous partager du coup qu'elle a aussi un parcours TND qui sera mis en avant au prochain congrès Occitadis. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous partager par retour de mail toutes les initiatives que vous avez et qu'on n'a pas forcément aussi pu repérer. On va passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Allez-y. Je reviens. Donc effectivement, ça nous a paru intéressant de reparler de mon espace santé. Alors pourquoi? Dans la mesure où on se rend compte que un grand nombre encore de personnes ne se sentent pas concernées, ne la connaissent pas. Vous, en tant que professionnel de santé, j'ai pas de doute là-dessus. Néanmoins, ça peut être intéressant pour les personnes en situation de handicap et les aidants de bien maîtriser l'outil. Enfin, de connaître l'outil et de pouvoir en maîtriser l'utilisation. Et d'ailleurs, Santé BD, on est en train de préparer un sujet et une BD qui devrait sortir cette année sur mon espace santé, le pourquoi, le comment. Un petit peu plus tôt dans la présentation, je vous ai parlé de mon passeport santé. Le passeport santé d'une personne, l'idée, c'est de renseigner tout ce qu'un professionnel de santé, tout ce dont il peut avoir besoin pour accueillir la personne. Vous accueillez une personne en situation de handicap, vous ne connaissez pas son profil sensoriel. Vous ne savez pas nécessairement s'il est sensible à la lumière, au bruit, au toucher, s'il a une particularité en termes de communication, s'il a un objet support, s'il a un frein vraiment assez rédhibitoire dans la communication et dans le contact, ou à l'inverse, s'il y a des centres d'intérêt restreints que vous pourriez utiliser également pour vous aider dans l'accompagnement dans une consultation. Donc, dès lors que ces informations-là, qui sont essentielles et qui pourront servir
à partir du moment où elles sont renseignées sur mon espace santé, elles peuvent servir autant les professionnels en médecine de ville et tous ceux qui l'utilisent que la médecine hospitalière. C'est vrai que c'est un support commun, partagé, qui gagnerait à être plus largement utilisé. Donc de renseigner, de sensibiliser les patients, les aidants à cet usage-là, à cet outil-là, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et donc moi, je travaille également avec les dispositifs e-santé Occitanie, avec le GRAD, et qui font un travail considérable aussi pour vulgariser auprès de tous les publics ces supports de communication, qui sont plus que des supports de communication. C'est un support d'information et de documentation important. Donc, une première chose. Le deuxième, l'annuaire santé.fr. Alors, c'est un annuaire qui, comme son nom l'indique, va recenser les professionnels de santé. Il le recense, mais chacun est libre de se renseigner sur le site au travers de son numéro ICSB de façon à préciser toutes les modalités d'accessibilité de son cabinet aux personnes concernées. Donc, c'est pas simplement l'accessibilité motrice, mais ça va concerner effectivement l'accueil d'un patient aveugle. Est-ce qu'il y a des bandes rugueuses? Est-ce qu'il y a un interphone? Est-ce qu'il y a quels sont les aménagements? Est-ce que vous, en tant que professionnel de santé, vous maîtrisez ou pas la langue des signes? Est-ce que vous utilisez des outils de communication alternatifs, par exemple? Donc, ça va permettre d'avoir ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait faire un petit peu un audit de son accessibilité réelle au handicap. Et ensuite, donc spontanément, vous allez vous orienter et vous renseigner, pardon, sur cet annuaire santé.fr. Aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, hein, professionnels de santé inscrits en Occitanie. Vous voyez qu'on est encore à moins de 900 professionnels de santé inscrits et un seul ophtalmologue. Effectivement, j'avais fait le test, un seul ophtalmologue à l'échelle de la région, ce qui est vraiment, vraiment trop peu. On est bien d'accord là-dessus. Donc l'idée, c'est que c'est une démarche qui est libre et volontaire, mais on vous invite à le faire parce que non seulement ça va permettre aux personnes de trouver le professionnel de santé qui peut les recevoir en fonction de leur handicap. Et si vous, en tant que professionnel de santé, vous ne pouvez pas recevoir une personne parce que vous savez que vous êtes limité ou dans votre matériel ou dans l'accessibilité, potentiellement, vous pouvez orienter ce patient vers un confrère ou une consoeur. Alors, on va essayer de conclure un peu sur l'intégralité de ces outils. Donc, comment les CPTS, elles peuvent s'investir sur la question du handicap et ben, à travers quatre grands axes, on va dire ça comme ça, à travers l'identification et la formation. Donc, il y a la question du recensement, de l'offre de soins dont on vient de parler, la question de la sensibilisation des professionnels aux spécificités du handicap et de la littératie en santé, la diffusion des outils. Ensuite, il y a un gros volet autour de la coordination des parcours, hein, à travers la création de protocoles, à travers l'usage de dispositifs spécifiques comme HandiConsult, s'appuyer sur l'outil HandiConnect, voilà, mettre un petit peu en avant hein, tous les outils qu'on vient de vous présenter. La question de la prévention adaptée aussi, donc essayer de mettre en place des actions, notamment au niveau du dépistage organisé, de la vaccination, qui peuvent aussi s'adresser aux personnes porteuses de handicap. Des actions d'aller vers, comme pour tous les types de publics hein, qui sont éloignés du soin. Effectivement, il y a toute cette question d'adaptation et intégrer de manière plus globale ce volet handicap aux missions de santé publique. Et ensuite, il y a la question de l'engagement éthique dont vous avez parlé, Marie-Aude. Il y a quand même un certain nombre aujourd'hui de départements qui sont couverts par la signature de la charte Romain-Jacob. Donc, on vous encourage hein, à aller signer cette charte. Qui permet du coup de promouvoir quelque chose de plus général, de plus global, qui est la culture de l'inclusion et de la bientraitance. Donc, à travers tous ces axes-là, les CPTS hein, peuvent agir sur cette question du handicap avec en soutien tous les outils qui ont été présentés par Marie-Aude. Donc, on arrive à la fin du webinaire. Donc, vous pourrez retrouver hein, ce support voilà, avec tous les accès, avec des liens qui vont aller directement sur les sites internet. Je pense qu'on peut prendre peut-être une ou deux questions parce qu'on a commencé un petit peu en retard.
Alors, il n'y a pas forcément des questions, il y a beaucoup de remarques, Mhm. notamment autour de l'usage de Santé BD. Par exemple, une personne qui nous dit que c'est un excellent outil, mais qui n'est pas forcément accessible à des profils autistes à besoins intensifs. Est-ce que vous avez des retours à faire sur ce, sur Bah, c'est vrai que cela? c'est une réponse par. Alors, alors autisme ouais, intensif, sévère. Alors, il faut voir aussi Santé BD, c'est un outil de communication alternative parmi d'autres. Qu'est-ce que. Moi, enfin, je dis toujours que le meilleur outil, c'est celui de la personne. Quel est l'outil de communication de la personne autiste sévère auquel je pense ce professionnel devait penser. Effectivement, si cette personne autiste, elle a sa modalité de communication, elle a son support de communication, il faut partir de là. C'est d'abord le bon outil, c'est celui de la personne. Enfin, je pense. Euh, ça reste un support parmi d'autres. Oui. Est-ce que ça a un lien du coup avec les ressources, avec l'habituation aux soins? Tout à fait. Après, de la même manière, l'habituation aux soins, c'est tout à fait ça. Ça va être de trouver quels sont les médias, quel est le découpage qui va être possible pour que la personne, elle arrive, enfin, on arrive effectivement à travailler avec la personne sans sentiment de contrainte ou ah, c'était noir, sans sentiment de contrainte. Donc, bizarre. Euh, L'habituation aux soins, de fait, c'est procéder par étapes. Mais là, effectivement, en quelques minutes, on peut pas non plus. C'est un peu On, juste, on- quoi. on va détailler, hein. On avait reçu un ensemble de Ouais, questions à travers le questionnaire d'inscription et on va vous faire un retour écrit. On va faire une fois aux questions pour vous répondre de manière beaucoup plus détaillée parce qu'il y avait des questions assez précises sur l'ensemble de la prise en charge plus que sur les outils. Et je vais peut-être conclure sur un retour de Monsieur Girons-Guillem parce que j'ai vu que vous aviez levé la main. Malheureusement, on ne peut pas forcément continuer trop les échanges, mais vous faisiez un retour sur les troubles du neurodéveloppement et de l'existence des PCO, donc plateformes de coordination aux soins, qui permettent un oui. accès gratuit à tout ce qui est psychomote, ergothérapeute. Est-ce que vous avez un petit retour, Mariode, à nous faire sur cette plateforme? Ah bah effectivement, bah, les plateformes, va y en avoir une minimum par département. Ça permet de fait de faciliter le diagnostic d'une part et l'orientation ensuite. Ça rentre dans un protocole qui va être facilitant. Donc chaque département, il faut effectivement s'orienter dès lors qu'on est orienté dans ce parcours-là de repérage, c'est simplifiant, ça permet d'une belle coordination de fait. D'accord. Écoutez, on arrive au terme de ce webinaire, il est 13h50, on a déjà 5 minutes qu'on avait un petit peu flexible. Merci beaucoup, hein, Mariotte, pour cette présentation. Merci à Merci tous à d'avoir vous. assisté à ce webinaire. Vous retrouverez l'ensemble des ressources sur notre site et comme je vous l'ai dit, on donnera une suite hein, parce que là, on vous a présenté des outils de soutien à destination des professionnels dans le cadre de votre expertise quotidienne, mais la question du handicap est beaucoup plus large. Donc, on essaiera de retravailler cette question-là et de pouvoir répondre à l'ensemble des questionnements que vous avez sur le sujet. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.